Nous passons à l'article 20. En commençant donc par le 2900, amendement de Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais prendre un petit peu de temps pour le présenter parce que ça a été vraiment un travail extrêmement constructif entre les acteurs évidemment VTC. On a rencontré évidemment les acteurs taxi, je tiens à le signaler aussi. Ça a été un long travail avec le ministère du Travail. Donc le ministère du Travail, le ministère des Transports, voilà, c'est quelque chose sur lequel on a avancé. Et c'est surtout aussi un travail qui a été initié par mon collègue Aurélien Taché, parce que c'est lui qui est à l'initiative de la proposition de charte. Donc je tenais à le souligner aujourd'hui. Lorsque j'ai mené des auditions avec les chauffeurs VTC, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ils m'ont fait part de l'intérêt pour la charte qui a été proposée, mais ils m'ont surtout fait part Ils m'ont dit, voilà, la charte très bien, mais maintenant, il faut qu'il y ait des droits qui soient respectés pour le travail que nous effectuons. Aujourd'hui, actuellement en tout cas, un chauffeur VTC n'a pas toujours le droit à la déconnexion. Un chauffeur VTC ne connaît pas aujourd'hui le prix de la course qu'il va effectuer, ni l'endroit où il va. Un chauffeur VTC, aujourd'hui, n'a pas toujours le droit de refuser la course. Sinon, il a le risque, par exemple, de se faire déclasser, parfois même de se faire exclure des plateformes. Donc, nous avons décidé je dis nous parce que j'ai décidé, mais c'est aussi en discussion avec, évidemment, le groupe, et ça a été travaillé également en commission, nous avons décidé de donner des droits complémentaires et des droits nouveaux aux chauffeurs VTC pour qu'ils aient le droit de se déconnecter, pour qu'ils aient le droit de refuser une course parce que pour eux, le prix de cette course n'est pas acceptable. C'est quelque chose qui va leur permettre d'améliorer le personnel, parce que c'est important de pouvoir tout simplement dire non et de pouvoir rentrer chez soi en famille. Donc nous avons décidé donc d'octroyer un droit à la déconnexion, le droit de connaître le prix de la course, et puis également le droit de refuser la course. À ça, nous avons donc décidé d'avancer un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a eu un retrait en commission pour pouvoir le retravailler pour la séance. Et nous avons décidé d'ajouter des droits à la formation professionnelle. Nous considérons que les chauffeurs VTC ont le droit de vouloir évoluer, changer de profession, ou d'y rester, hein, bien sûr, évidemment, mais en tout cas, le droit de pouvoir évoluer demain, s'ils le souhaitent, vers de nouveaux horizons. Donc, ce sont des avancées vraiment considérables. Nous n'enlevons évidemment pas l'objectif de la charte, qui, lui, va donner différents droits sociaux. Nous avons souhaité qu'elle ne soit pas obligatoire. Pourquoi il ne faut pas qu'elle soit obligatoire ? En fait, les principaux, les leaders en fait, des plateformes de VTC se sont engagés déjà à mettre en place ces chartes. Donc nous souhaitons vraiment que que les acteurs prennent en main ces chartes et le décident. Et nous pensons que ce n'est pas forcément obligatoire de le faire par la loi. Merci. Je vous remercie. Nous avons plusieurs sous-amendements, commençant par le 3568. Allez-y, mon cher collègue, c'est vous qui le présentez. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous le permettez, je souhaiterais défendre le 3568 et 3569, ce sont des sous-amendements complémentaires. Ces soosamendements précisent donc l'amendement de Madame la rapporteure, d'ailleurs que nous saluons car ce sont des précisions bienvenues, que les travailleurs qui refusent une ou plusieurs propositions de prestations de transport ne peuvent être pénalisés par la plateforme par une rupture de relation contractuelle. C'est vraiment une pression trop forte qui pèse aujourd'hui sur ces travailleurs. Et l'amendement 3568 est un amendement de clarification qui vient bien préciser qu'on parle de refus de la proposition de prestation et non de la prestation elle-même. Nicolas Soir, vous avez défendu les deux sous-amendements. Très bien, je vous remercie. Madame Grandjean pour le 3573. Merci, Monsieur le Président.
Madame la ministre, l'objectif de protection sociale suppose que le développement des garanties complémentaires et collectives soit imposé dans le cadre de la charte homologuée, alors que la possibilité pour les travailleurs indépendants de souscrire à des contrats de garantie individuels est rarement mise en œuvre pour des raisons financières ou par méconnaissance de leur part. Cet amendement a donc pour objectif de renforcer les garanties de protection sociale complémentaires que ces travailleurs indépendants pourront bénéficier au titre de la charte prévue par le nouvel article. En effet, il ne faudrait pas que cette nouvelle disposition ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Dans la mesure où elle repose sur une démarche unilatérale des plateformes, nous devons éviter que l'adoption de cette charte ne soit qu'un outil d'affichage et de communication au service de l'image de ces entreprises et nous assurer qu'un réel contenu à hauteur de l'enjeu social traité par cet article 20 soit prévu. C'est pourquoi nous proposons d'une part de supprimer au 8 de ce futur article les mots « le cas échéant », de ne pas rendre purement optionnel dans un instrument qui l'est déjà, la possibilité de prévoir des droits sociaux complémentaires et de s'assurer que la charte comprendra bien systématiquement la mention de tels droits. D'autre part, il est également indispensable, pour éviter une position minimaliste qui pourrait vider cette démarche de son sens, de lister les types de droits et de protections dont pourront bénéficier les travailleurs indépendants face aux principaux risques de la vie professionnelle, notamment en matière de risque d'essai, de perte de chiffre. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons 2 sous-amendements du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Avant de présenter les sous-amendements, peut-être un mot sur l'état d'esprit du gouvernement sur ces sujets. L'arrivée des VTC a clairement bouleversé le secteur du T3P. Mais c'est une nouvelle solution en termes de mobilité. Cela s'est avéré stimulant pour les taxis qui ont clairement amélioré leur niveau de service. Et puis, c'est aussi une solution pour des jeunes qui ne souhaitent pas être salariés, qui veulent plus d'autonomie, mais pour lesquels ça peut constituer une voie pour accéder à l'emploi. Des équilibres ont été bâtis dans le cadre des lois Thévenoud et Grand-Guillaume, qui ont permis de donner de la stabilité à ce secteur, d'accompagner son développement, qu'il n'est pas question de remettre en cause. Mais on voit bien que des nouvelles questions se posent, notamment sur les relations entre les plateformes et les travailleurs, donc les chauffeurs. Le gouvernement est convaincu que c'est l'intérêt de tout le monde de rendre le métier de chauffeur plus attractif. C'est l'intérêt évidemment des plateformes qui ont des difficultés à attirer les travailleurs. C'est l'intérêt des clients pour avoir un meilleur service, pour que ce secteur se développe. Et puis c'est bien sûr l'intérêt des chauffeurs. Ce qui apparaît aujourd'hui, et c'est le sens à la fois de l'article et des amendements dont nous allons débattre, c'est qu'il est nécessaire, pour les raisons qu'a évoquées Madame la rapporteure, de protéger l'indépendance des chauffeurs. Je vous renvoie notamment à un rapport de l'Institut Montaigne sur le management algorithmique. On voit que, comme tout travailleur indépendant, il faut, comme tout travailleur indépendant, qu'ils sachent la course qu'ils sont en train d'accepter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut aussi inciter les plateformes à améliorer les droits, les conditions de travail des chauffeurs. Donc c'est le sens également des amendements dont nous allons débattre. Il faut aussi, et ce sera d'autres amendements dont nous pourrons parler, fluidifier l'accès à ces professions et notamment réduire les temps d'attente. Aujourd'hui, les temps pour passer l'examen sont différents selon les départements, mais parfois on a un examen tous les 4 mois. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de donner plus de fluidité dans l'accès à ces métiers et en même temps de se placer dans une logique de professionnalisation. Donc il y a des dispositions, notamment pour que ce soit des véritables parcours de professionnalisation avec des dispositions sur le compte personnel de formation, le CPF. Voilà. Et puis, dernier point aussi important, c'est de créer des conditions d'un dialogue social de qualité dans le secteur, étant entendu, bien sûr, qu'il faut tenir compte des spécificités de ce secteur. Nous ne sommes pas sur un collectif de travail stable comme les salariés dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est aussi un sujet sur lequel il va falloir continuer à réfléchir, et c'est le sens d'une des dispositions qu'on vous proposera. Alors pour en revenir au sous-amendement, donc le sous-amendement 3493
vise à mettre en place une procédure d'homologation des. Cette procédure permettra de vérifier que la charte comporte des engagements précis sur chacun des sujets prévus par la loi, comme les conditions d'exercice de l'activité, la fixation d'un prix de la prestation à un niveau décent, ou le partage d'informations et le dialogue entre les plateformes et les travailleurs. Par ailleurs, la consultation préalable des travailleurs étant une condition impérative pour l'homologation de la charte, l'administration pourra vérifier l'adhésion des travailleurs au contenu de la charte. Une fois homologuée et publiée, cette charte et les pratiques qui en découlent ne pourront pas caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs indépendants. Ce serait assez paradoxal que ça augmente le risque de requalification. Ce n'est évidemment pas l'objet. L'amendement 3494, quant à lui, donc dans un souci de bonne administration de la justice et de cohérence des décisions judiciaires, ce sous-amendement prévoit que l'ensemble des litiges liés à la charte de responsabilité sociale soient confiés au juge judiciaire. Donc c'est le tribunal de grande instance qui sera le juge de la conformité de la charte de responsabilité sociale aux dispositions du Code du travail. Les décisions rendues par le TGI sur une charte ou son homologation s'imposeront aux autres juridictions. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous avons un dernier sous-amendement, le 3174. Je considère qu'il a été défendu tout à l'heure par Madame Grandjean. Bien. Alors, il me faudrait un avis. Oui, pardon. Attendez, vous intervenez sur lequel ? Vous n'êtes pas co-signataire, je crois. Si, elle est co-signataire. Si, elle est co-signataire. Ah, pardon, c'était pas sur ma feuille. Si, Monsieur le Président, Madame Grandjean a dû nous quitter précipitamment pour retourner en circonscription. Je me permets de défendre son sous-amendement, elle y tenait particulièrement. Le débat sur cet article illustre la révolution des modes et des conditions de travail actuellement en cours avec le développement du numérique et donc de la nécessité que la puissance publique, et en particulier nous, législateurs, soyons particulièrement vigilants sur les évolutions parfois rapides de cet environnement. C'est pourquoi il a semblé indispensable, afin de pouvoir adapter à court terme notre arsenal législatif, que le gouvernement s'engage, au travers de ce sous-amendement, à remettre dans un délai de 2 ans un rapport au Parlement. Ce rapport nous permettrait de disposer d'un diagnostic actualisé sur l'évolution de la situation des travailleurs indépendants au regard de leurs nouveaux droits vis-à-vis des plateformes, sur l'effectivité de leur mise en œuvre, afin que nous puissions, le cas échéant, prendre les mesures correctrices nécessaires. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Rossi. Oui, le 2089 n'est pas défendu. Madame la rapporteure, il me faudrait donc votre avis sur chacun de ces sous-amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Déjà, je tiens à saluer ceux qui ont été déposés, notamment par Monsieur Zulesi pour le groupe La République En Marche. L'idée, c'était de faire attention aussi pour les utilisateurs. Évidemment, il est important que les chauffeurs VTC aient le droit de refuser une course, mais il fallait que ça ne soit pas au détriment des utilisateurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un chauffeur VTC a pris le choix d'accepter une proposition de prestation, il ne pourra pas, du coup, annuler cette course pour accepter une autre plus offrante. Aujourd'hui, les chauffeurs VTC sont multiplateformes, très souvent. Ils ont entre 2 et 3 plateformes avec lesquelles ils travaillent. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, bah voilà, avec une des plateformes, ils ont une course à 8 €. Ils l'acceptent parce qu'ils considèrent qu'elle est honorable. Et puis, il y en a une autre qui arrive à 12 € et du coup, ils abandonnent la course qu'ils avaient promis à 8 €. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de protéger les utilisateurs, les passagers et ceux qui commandent ce type de prestation. Concernant les propositions de Madame Grandjean, je partage son souhait qu'il y ait davantage de protection sociale, et c'est justement ce que va permettre la charte. Mais par contre, d'aller énumérer ce que pourraient contenir ces chartes, je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit de travailleurs indépendants. Ça ne limite pas évidemment, et je pense qu'il va y avoir un petit peu d'ailleurs une course au plus offrant, parce que pour avoir longuement échangé avec les plateformes VTC, elles sont clairement en recherche importante de chauffeurs. Donc c'est aujourd'hui une façon de faire concurrence aux autres plateformes en disant « Venez chez moi, il y a beaucoup de choses et beaucoup de protection pour vous ». Par contre, aujourd'hui, il peut y avoir un moment donné où un travailleur indépendant a par exemple une mutuelle et il considère que sa mutuelle est meilleure que celle proposée par la charte.
il ne faudrait pas non plus qu'il soit obligé de prendre cette mutuelle sous prétexte que c'est indiqué dans la charte. Il faut qu'il ait quand même le choix de pouvoir, pouvoir négocier directement avec la plateforme. Donc, je ne suis pas pour qu'il y ait cette énumération. Laissons les choses se faire. En toute honnêteté, pour avoir rencontré longuement les acteurs, les plateformes sont vraiment enclins à mettre en place un maximum de protection pour les travailleurs indépendants. Je vous vois faire non de la tête, monsieur Rupin, mais je vous assure que pour les avoir rencontrés, ils sont très preneurs de cela. La seule chose qui les empêchait de mettre en place une charte aujourd'hui, c'était justement le risque de requalification en contrat de travail. Aujourd'hui, et je tiens d'ailleurs à rassurer tout le monde sur ce sujet, c'est la seule existence de cette charte qui ne pourra pas être un critère pour être reconstitué en contrat de travail. Mais par contre, le juge pourra tout à fait, s'il y a débordement, s'il y a subordination, requalifier en contrat de travail. Il y a eu des cas, notamment d'une plateforme qui a été condamnée dernièrement parce que des chauffeurs, la plateforme avait dit aux chauffeurs de prendre leur congé sur telle période, de travailler plutôt sur tel ou tel créneau horaire. Ça, c'est condamnable et ça continuera à l'être. C'est pas l'existence de cette charte qui va empêcher cela, et bien heureusement. Mais par contre, n'empêchons pas les plateformes de donner plus de protection aux travailleurs indépendants sous prétexte que ça pourrait être qualifié en contrat de travail. Donc je pense que c'est des nouvelles formes. Ça a bouleversé évidemment le marché, mais il faut qu'on puisse faire évoluer nos lois, évoluer nos protections et donc aller évidemment dans l'air du temps. Avis favorable donc de l'amendement 3568, 3569 également, défavorable pour le 3573, favorable au 3493, également le 3494 et je ne vois pas afficher. Et le dernier, le 3574. Et le dernier, le dernier pour le rapport, je pense qu'on a vraiment l'habitude au sein de ces bancs de vouloir commander un maximum de rapports sur beaucoup de choses. En toute honnêteté, je crois que c'est pas nécessaire d'alourdir avec un nouveau rapport, donc ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai expliqué notre philosophie générale sur ces questions, donc je ne vais pas y revenir. Et donc, je donne un avis favorable à l'amendement 2900, au sous-amendement 3568, 3569. Pour les mêmes raisons que celles exposées par Madame la rapporteure, un avis défavorable à l'amendement 3573. Et je m'en remets à la sagesse de votre Assemblée sur le 3574. Je vous remercie. Alors, j'ai plusieurs prises de parole enregistrées. Monsieur Sermier, Monsieur Coquerel, Madame Rioton, Monsieur Bouillon et Monsieur Rupin. Monsieur Sermier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, clairement, cet amendement donc réécrit complètement l'article 20 qui avait disparu. Et on le dit clairement, nous sommes favorables à apporter un certain nombre de confort peut-être aux chauffeurs de VTC, un peu de sécurité, de manière à ce qu'ils soient normalement reconnus et qu'ils ne soient pas sous pression de leur entreprise en permanence. C'est aussi une juste concurrence avec d'autres véhicules qui transportent du monde, qui sont les taxis. Je crois qu'on ne peut pas ubériser complètement la société et il faut lui donner un certain nombre de guides, de marques. Et je crois que cet amendement est très clair. Je voudrais quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler la méthode quand même. Entre le moment de la commission et le moment de la séance publique, c'est pas normal d'avoir des articles qui sont, enfin des amendements qui réécrivent en totalité sans avoir peut-être pris la tâche de l'ensemble des groupes parlementaires. Vous nous aviez dit en commission, et on l'avait bien entendu plusieurs fois, vous avez retiré, ou nous avons retiré nos amendements. Et à chaque fois, vous nous avez dit, eh bien écoutez, on va retravailler pour la séance publique. Et je crois même que vous aviez pris beaucoup d'engagements, tellement d'engagements qu'à un moment donné, on s'est inquiété
en se disant mais comment vous allez faire pour pouvoir retravailler avec tout le monde en si peu de temps parce qu'il restait qu'une semaine. Bon, on a compris, en fait, vous avez travaillé avec vous-même, peut-être avec le groupe En Marche, mais en tous les cas, pas avec nous. Et ça, on le regrette. Monsieur Coquerel. Oui, dans ce débat, en fait, moi, je le résumerai à une chose. Est-ce qu'on combat l'ubérisation ou est-ce que finalement, on l'admet et on l'accompagne? Bon, cet amendement, pour moi, est une décision très clairement de l'accompagner. Alors, certes, avec quelques progrès, même si je ferai remarquer qu'ils ne sont pas contraignants, mais on perd là une occasion de dire haut et fort que nous ne voulons pas l'ubérisation de la société. Les travailleurs indépendants dont nous parlons, ce sont en réalité des gens qui devraient être salariés. Et ils ne sont pas salariés non pas de leur fait, non pas par décision, j'allais dire, d'un statut d'indépendant, mais parce que l'ubérisation et le système d'ubérisation lui-même, siècle, avec toujours moins de droits. Donc, pour ces raisons-là, on proposera des amendements plus tard pour justement, à l'inverse de Mme la rapporteure, ne pas nous rassurer en ne pouvant pas requalifier des personnes en tant que salariés, parce que moi, ça ne me rassure pas. On aura un certain nombre d'amendements. Là, on va s'abstenir, parce que je vous le dis, le combat qu'on a à faire contre l'ubérisation de la société devrait être frontal. Et vous ne faites finalement là que, on va dire, domestiquer cette bête sauvage qui est en train de ruiner la protection sociale et les garanties des gens qui travaillent dans ce pays. Je vous remercie, Madame Riotto. Merci, Monsieur le Président. Alors, on peut se réjouir des avancées de cet article, en tout cas sur la sécurisation finalement des relations entre les travailleurs et les plateformes, et à la fois le fait d'introduire des nouveaux droits. Je rappelle quand même que ça avait été supprimé au Sénat, et donc nous remercions la rapporteure d'avoir pu remettre l'ensemble des éléments dans cette dynamique. Alors, pour ma part, en commission, j'avais effectivement souhaité rendre obligatoire cette charte pour connaître les bienfaits de mettre à la fois les salariés et les entreprises autour de la table pour permettre de changer les comportements et notamment de certaines plateformes. En tout cas, cet amendement porte les éléments essentiels pour remettre effectivement la transparence des prix, permettre aux travailleurs de refuser leurs courses et évidemment, en tant qu'indépendants, de pouvoir décider librement de leur temps. Ça me paraît important. Donc, on peut saluer cette avancée en termes de nouveaux droits pour les travailleurs. Merci. Je vous remercie. Monsieur Rupin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Qu'elles soient homologuées ou non par l'administration, les chartes ne sauraient se substituer au dialogue social ni répondre aux besoins réels des travailleurs et des plateformes. Je voudrais me faire l'interprète du Conseil national du numérique qui demande au gouvernement d'abandonner ce dispositif qui ne permettra pas de protéger les travailleurs de façon satisfaisante. Et pire, qui va instaurer un rapport de force déséquilibré en faveur des plateformes. Votre projet est de couper l'herbe sous le pied à la jurisprudence qui impose la requalification de ces travailleurs en salariés. C'est inacceptable. Voilà pourquoi le groupe communiste votera contre cet amendement. Je vous remercie. Donc, merci Monsieur Lecoq. Monsieur Rupin, vous aviez demandé la parole, ainsi que Monsieur Bouillon. Puis Madame Luquet, Monsieur Taché. Merci, Monsieur le Président. Bon, on est en train de toucher à un sujet essentiel, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs problèmes sur le marché de ce service de véhicules à la demande. Un des premiers problèmes que rencontrent aujourd'hui les chauffeurs VTC, c'est que la commission qui est demandée par les plateformes est trop élevée et que les courses ne sont pas suffisamment rémunérées. Et donc, on a un certain nombre de chauffeurs qui se sont retrouvés piégés après avoir fait un certain nombre d'investissements. Et donc, pour rembourser leur voiture et arriver à en vivre, sont obligés de travailler énormément d'heures sur une semaine. De plus, puisque nous sommes maintenant sur un marché qui est globalement dérégulé, l'offre est trop grande, avec un impact et sur les chauffeurs de taxi et sur ceux de VTC qui se partagent aujourd'hui un marché trop vaste, donc ce qui diminue aussi le niveau de revenu de ces chauffeurs et évidemment ce qui a fait perdre en valeur les licences des taxis, notamment parisiens. Alors c'est vrai que les auto-entrepreneurs aujourd'hui en VTC ont une mauvaise protection sociale et donc moi je trouve que cet article va dans le bon sens, il va permettre d'améliorer la protection sociale des chauffeurs VTC, mais je pense qu'il ne va pas assez loin parce qu'il ne répond pas à cet enjeu central du niveau de revenus des chauffeurs.
Je veux saluer l'amendement 2900 du gouvernement, parce que c'est un amendement qui permet un début de régulation sociale par les autorités organisatrices. Je voulais savoir, Madame la Ministre, si cet amendement concernait aussi Île-de-France Mobilité. Est-ce que ça sera l'autorité organisatrice qui aura à homologuer les chartes telles que c'est inscrit dans l'amendement? Et je pense qu'à terme, il faudra aller plus loin dans la régulation en donnant plus de pouvoir aux AOM et notamment à Île-de-France Mobilité pour leur donner la possibilité de moduler le nombre d'autorisations afin de retrouver un marché régulé qui permette aux acteurs de pouvoir bien vivre de leur métier. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Bouillon. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vois pas trop qu'est-ce que ces dispositions viennent faire ici. Depuis tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de droit du travail, qu'on parle beaucoup du domaine des relations contractuelles, et je ne vois pas ce que ces dispositions viennent faire dans ce texte. Et on aurait aimé, pour reprendre les interventions de notre collègue Coquerel tout à l'heure, que finalement on en vienne ici dans cette Assemblée un jour ou l'autre à discuter d'un texte de loi spécifique dans ce qu'on pourrait appeler le salariat 2.0, parce que je ne suis pas complètement convaincu par la belle histoire que vous voulez nous raconter. C'est vrai que sur le papier, parfois, en tout cas au départ, il y a quelques années de cela, tout ce qui était économie collaborative, économie du partage, ça sentait bon le conte de fées. Simplement, la réalité, on l'a vu, c'est que ça s'est transformé souvent comme un rendez-vous de la précarité. Il y a eu des situations qui ont été maintes fois évoquées, maintes fois commentées, qui ont été même fortement documentées à la fois parce qu'il y a eu des articles de presse, des reportages sur des situations purement et simplement scandaleuses que vivaient des salariés ou des personnes qui étaient pris dans les mailles du filet d'une forme d'ubérisation. Et puis en même temps, ça a fait aussi parfois les chroniques de la justice en termes de requalification d'un certain nombre de contrats. J'entends bien votre souci, j'entends bien le souhait que vous avez. J'ai peur malgré tout que ça soit une forme d'institutionnalisation finalement de la précarité, même si vous semblez faire quelques avancées. J'ai des doutes notamment sur cette forme de transfert de responsabilité à l'État par ce principe de subrogation de la responsabilité. Je ne le comprends pas trop. Finalement, j'ai peur que ça apparaisse finalement comme une forme de coup de main à Uber, ou en tout cas aux plateformes. J'aimerais là-dessus non pas qu'on me rassure, mais en tout cas qu'on vise bien ce risque qui existe à travers les dispositions que vous souhaitez prendre. Ce n'est pas un hasard si les sénateurs ont souhaité que ces dispositions n'apparaissent pas dans ce texte de loi. Je n'oublie pas qu'il avait comme point de départ un autre texte, et je salue les travaux qui avaient été menés par notre collègue dans ce domaine. Donc je pense qu'en la matière, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je rejoins ce que disait tout à l'heure notre collègue Jean-Marie Sermier. Je regrette non seulement qu'on n'ait pas été associés entre la Commission et aujourd'hui, mais au-delà de ça, il y a ici des parlementaires dont on connaît l'investissement sur les questions de mobilité, de transport, mais il y en a d'autres qui sont aussi très investis sur les questions du droit au travail. Et je pense qu'on aurait pu faire en sorte vraiment d'avoir un texte sans doute un peu plus fort, un peu plus complet, et qui élargit la question et qui permet vraiment qu'on puisse disposer dans ce pays enfin d'un projet de loi sur le salariat 2.0. Je vous remercie. La parole est à Madame Aude Luquet. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'effectivement, la question se pose sur un meilleur encadrement de l'activité des VTC. Et jusqu'à présent, il y a un certain nombre de lois qui ont été votées et qui n'ont pas permis, jusqu'à présent, d'avoir ce cadre juridique. On peut parler des lois Thévenoud ou des lois Grand-Guillaume. Pour autant, il est vrai que ce qui est proposé dans cet amendement, c'est de clarifier les droits sociaux, en tous les cas, des chauffeurs des VTC. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'incertitudes juridiques qui pèsent sur la relation que peuvent avoir ces travailleurs avec justement leur plateforme. Et je crois qu'il y a nécessité à éclairer et à clarifier cette position. Alors, c'est un premier élément, en tous les cas, pour
prendre en compte cette difficulté. Et il faut effectivement, lorsqu'on regarde la jurisprudence qui a été prise jusqu'à présent, on s'aperçoit que ce qui a été décidé au niveau des tribunaux sont assez contrastés de la relation entre les travailleurs indépendants et savoir s'ils deviennent des salariés à part entière en fonction de la subordination. Donc je crois que là c'est un élément important et on a d'autres amendements qui vont apporter des éléments complémentaires pour permettre d'avoir une protection plus importante de ces acteurs de la mobilité. Merci. Je vous remercie. La parole est à M. Aurélien Taché. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, donc moi je suis vraiment heureux qu'on puisse redébattre dans la loi d'orientation sur les mobilités de cette question finalement des droits des travailleurs des plateformes et en particulier des droits des travailleurs des plateformes de mobilité, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a une spécificité sur ces plateformes. Aujourd'hui c'est devenu voilà, une activité vraiment ancrée dans l'économie, ancrée dans la société, avec quelque chose qui se développe bien et qui permet à beaucoup de jeunes effectivement d'avoir des opportunités sur le plan de l'emploi qu'ils n'auraient certainement pas eu autrement, qui permettent à certains de bien gagner leur vie, d'autres moins, mais qui aujourd'hui n'est certainement pas suffisamment encadré. Donc effectivement, il faut qu'on puisse essayer d'inventer, de construire des choses par rapport à cette nouvelle économie, par rapport à ces nouveaux travailleurs indépendants. Parce que moi j'insiste, il s'agit bien de travailleurs indépendants. Vous ne trouverez pas un seul chauffeur ou un seul livreur qui vous dira, ou très très peu vraiment à la marge, qu'il aspire à un statut de salarié. Par contre, ce à quoi ils aspirent, c'est effectivement à des protections légitimes, parce que c'est un travail indépendant qui n'est pas toujours... on a des phénomènes de précarisation qui peuvent être réels. On a aussi des spécificités liées au fait que sur le plan de la relation économique, ils sont quand même très très liés à 1, 2, 3 entreprises en général, les chauffeurs ou les livreurs, et que donc il faut pouvoir les aider dans la relation qu'ils ont avec cette entreprise à rééquilibrer un peu les choses sur tout un tas de sujets. Et je pense que pour cela, la charte peut être un bon outil, à condition de savoir précisément ce qu'on en attend. Il ne s'agit pas de se dire que ces chartes qui visent à encourager la responsabilité sociale des entreprises devraient se substituer à une protection sociale publique. Je rappelle que dans la loi pour choisir son avenir professionnel, où on avait mis cette question en débat pour la première fois, on a créé des droits pour les travailleurs indépendants et des droits publics. On a créé un droit au chômage, financé par l'impôt, financé par la CSG, et il faudra aller plus loin dans cette voie à l'avenir. Mais néanmoins, il y a encore tout un tas de sujets qui ne peuvent pas être traités qui pourraient très bien être traités par ces chartes. Je pense par exemple aux conditions de travail qui lient les travailleurs à la plateforme, les modalités dans lesquelles, par exemple, une plateforme peut rompre ses relations de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas encadré, donc la charte permettra d'encadrer sur ce point. Pourquoi un chauffeur Uber, par exemple, puisque cette plateforme est très connue, se fait déréférencer par la plateforme. Aujourd'hui, il ne le sait pas toujours dans la charte. Demain, ce sera expliqué. Comment le prix auquel il peut prétendre aussi est calculé et construit. Ça non plus, c'est quelque chose que les chauffeurs ne savent pas. Les chartes permettront de l'indiquer. Donc voilà, il y a toute une série de points comme ça et aussi des aspects plus relatifs à des droits sociaux, on va dire, en cas d'accident du travail, en cas d'arrêt maladie, qui peuvent contenir les chartes peuvent contenir des avancées là-dessus, et donc ça peut être quelque chose d'utile. Néanmoins, je pense qu'il faut rajouter dans la loi un certain nombre de droits en dur, si je puis dire. C'est ce qu'a fait Bérangère Couillard sur un certain nombre de points, et ça vraiment je veux saluer son travail. Le droit à la déconnexion, le droit à refuser une course, le droit à connaître le prix d'une course, tout ça, ça ne doit pas être optionnel, ça ne doit pas être prévu dans la charte, ça doit être prévu dans la loi. C'est un socle de droit qu'il faut construire, c'est très bien, et je pense qu'il faut même aller un petit peu plus loin. Moi j'aurais quelques amendements pour proposer notamment de construire un droit à la représentation de ces travailleurs, le droit à un prix minimum, mais gardons à l'esprit, chers collègues, qu'il s'agit bien de travailleurs indépendants, certes, peut-être sur le plan économique parfois précarisés, donc à nous de construire des droits sociaux pour mieux les accompagner, à nous aussi de leur permettre d'être en capacité de négocier avec cette plateforme, mais dans ce cadre nouveau qui est celui de ce travail indépendant et de cette économie des plateformes, et pas avec les vieilles recettes qui étaient celles qui peuvent être très utiles pour le monde du salariat classique, mais qui ne sont pas adaptées à cette économie-là. Je vous remercie. Avant de passer au vote, Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir ? Merci, Monsieur le Président. Je tiens à souligner les conditions dans lesquelles aussi le travail s'est fait avec nos collègues sénateurs, pour avoir échangé évidemment avec Monsieur Mandelli, qui était rapporteur pour le Sénat. Les sénateurs ont fait le choix de supprimer cet article, mais c'était pour le retravailler. Ils avaient ce même souci d'aller plus loin que la simple charte qui était proposée. Nous faisons un pas énorme. Nous proposons des droits nouveaux qui ont été notamment soulignés par Aurélien Taché. Je rappelle, nous partons quand même de loin, c'est-à-dire que les chauffeurs VTC n'avaient
pas un droit effectif à la déconnexion, ni au refus de course, ni de connaître le prix de la course qu'ils allaient accepter de faire. Évidemment, commission déduite. Donc on fait une avancée énorme. Il y a également une obligation de la part des plateformes de faire la transparence sur les conditions de travail de leurs chauffeurs VTC. C'est-à-dire que tous les ans, les plateformes vont devoir rendre publiques les conditions de travail de leurs salariés. C'est-à-dire le prix moyen que gagnent des travailleurs indépendants. Pour vous, monsieur Lecoq? Non, aucunement. Oui, mais vous voyez bien que c'est pour vous que c'est révélateur, pas pour moi. Donc ils vont rendre publiques les conditions de travail des travailleurs indépendants avec lesquels ils travaillent. Donc l'idée, c'est de dire combien gagne un chauffeur VTC, combien de temps de travail fait un chauffeur VTC, et ça va permettre aux chauffeurs VTC de pouvoir faire la comparaison de leurs conditions de travail. Donc ça va permettre de les mettre également en concurrence, parce qu'aujourd'hui, c'est assez flou et ils ne savent pas forcément quelles sont les conditions de travail qui sont opérées par les différentes plateformes. J'entends aussi, j'ai entendu sur ces bancs, que ça semblait être un coup de pouce pour les plateformes, notamment pour Uber, qui est la plus connue. Je tiens à dire qu'on ne peut pas dire cela. Lorsque on met en place un droit à la déconnexion, un droit au refus de course, le droit d'avoir le prix qui est indiqué, la transparence sur les travailleurs indépendants avec lesquels ils travaillent, je vous assure que ce n'est pas un coup de pouce. Ils ne sont pas très contents de cette mesure, pour rien vous cacher. Et évidemment, ils attendaient des mesures pour pouvoir protéger davantage les travailleurs indépendants. Donc la charte, pour le coup, ils sont prêts à la signer. Mais les nouveaux droits qui sont apportés par la rédaction de cet article, je vous assure qu'ils n'étaient pas spécialement... Demain, ils n'auraient pas signé cette proposition. Donc on ne peut pas nous targuer d'avoir fait un article pro-plateforme. C'est un article qui est là pour défendre les chauffeurs VTC, améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs conditions de vie en général. Alors évidemment, on peut parler et on va débattre d'autres améliorations qui pourraient être apportées. Je pense que là déjà, nous faisons un travail très important. Il y a eu beaucoup de changements depuis plusieurs années sur ce secteur, parce que c'est un marché en évolution. Il y a eu la loi Thévenoud en 2014, la loi Grand-Guillaume en 2016. Là, nous avons cette avancée considérable en 2019. Laissons les choses se faire. Je pense déjà que nous avons quelque chose de très honorable pour faire vraiment avancer les choses et améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants. Je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais répondre à Monsieur le député Coquerel. Pour nos jeunes, il faut qu'on accepte l'idée qu'ils ne veulent pas tous accéder à un emploi salarié. Ça peut être un peu dérangeant par rapport aux repères qu'on a pu avoir. Moi, je peux vous assurer que dans mes précédentes fonctions à la RATP, il m'arrivait de discuter avec des chauffeurs VTC, de leur dire « c'est dur votre métier, pourriez venir », parce qu'à la RATP, on a aussi du mal à recruter des machinistes, par exemple, « pourriez venir travailler à la RATP, c'est formidable, il y a un statut, une protection sociale ». On a un certain nombre de jeunes qui ne le veulent pas, qui n'ont pas envie d'avoir des horaires fixes, qui ont envie de choisir le moment où ils travaillent, qui veulent un statut d'indépendant. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte cette situation qui correspond tout simplement à la réalité et qu'on trouve une façon pour ces jeunes qui ne veulent pas être salariés, qui veulent de l'autonomie, d'aller vers l'emploi. Et notre responsabilité, c'est qu'ils aillent vers l'emploi, qu'on leur propose des conditions de travail évidemment décentes, un parcours professionnalisant, et qu'on ait des jeunes demain qui sont satisfaits, qui rentrent sur ce marché de l'emploi et qui trouvent, je le redis, un parcours professionnel. Peut-être pour répondre à monsieur le député Pacôme Rupin, c'est le ministère du Travail qui homologuera les chartes, puisque les chartes, elles contiennent des protections, des droits pour les travailleurs des plateformes. Pour répondre à monsieur le député Christophe Bouillon, alors vous avez souligné à juste titre que la disposition, au départ, elle était dans une loi sur le travail. C'est dans ce cadre-là que monsieur le député Taché avait introduit cet amendement. En fait, on y a
réfléchi avec ma collègue Muriel Pénicaud, et finalement, on voit qu'on a quand même à distinguer selon les secteurs. Enfin, d'abord, ça n'est pas nouveau qu'il y ait des règles sur les droits sociaux, l'encadrement du temps de travail. C'est une généralité dans le domaine des transports qu'il y a des règles particulières. Bon. Et par ailleurs, on a vraiment deux types de situations. Un certain nombre de plateformes qui se développent, qui sont du détournement de travail salarié. C'est le cas dans la restauration, c'est le cas dans le bâtiment. C'est des secteurs dans lesquels, jusqu'à présent, il y avait des emplois salariés. Des plateformes apparaissent qui, finalement, conduisent à dériver de l'emploi salarié vers un faux statut d'indépendant. Dans le domaine de la mobilité, la situation est différente. C'est des nouvelles activités, des nouveaux emplois. Et donc, avec Muriel Pénicaud, on a fait le choix de limiter les dispositions aux plateformes de mobilité. Et donc, c'est bien ça qui est porté dans l'amendement qui est présenté par Madame la rapporteure. Se dit qu'il ne faut pas encourager le développement des plateformes dans d'autres secteurs qui font du détournement de travail salarié et qu'il faut permettre, dans les secteurs où on voit apparaître des nouveaux emplois et des nouveaux services, que ça se fasse dans des bonnes conditions, donc avec des parcours professionnalisants, des parcours de qualité pour les jeunes. Je vous remercie. Je pensais passer au vote, mais Monsieur Coquerel, vous souhaitiez intervenir. Vous avez la parole. Non, c'est juste pour répondre à Madame la Ministre sur la réalité que vous décriez. L'an dernier, 80% des premiers emplois se sont faits en CDD. D'accord ? C'est-à-dire qu'on constate année après année que la précarisation de l'emploi, les CDD, le travail que vous appelez dit indépendant, que j'appelle d'ubérisation, ne fait que se développer. Et il est lié en même temps avec le fait qu'on dérégule profession après profession, et y compris le salariat. Donc vous ne pouvez pas me répondre, en réalité, tout ça correspond à une envie des jeunes. Je vais vous donner une chose, parce que moi, des jeunes, j'en ai beaucoup autour de moi. Quand vous êtes aujourd'hui, vous cherchez un premier emploi, on vous demande de vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ça la réalité. Et je ne vais même pas condamner les sociétés qui le font, parce que souvent elles sont en concurrence avec d'autres, et que si elles ne le font pas, elles ne seront pas concurrentielles par rapport à des appels d'offres. Donc c'est bien le problème d'une dérégulation globale de la société qui est en cause, et non pas le fait que ce qu'on sortait déjà, je veux pas vous caricaturer, mais dans les années 80, j'entendais déjà ce discours quand moi j'étais jeune. On me disait « Ah, mais s'il y a de plus en plus d'intérimaires, c'est que vous comprenez, les gens ont envie d'être libres. Il faut libérer l'énergie, comme vous direz. » Mais c'est faux. S'il y a de plus en plus d'intérimaires, de CDD, et ça a beaucoup développé, c'est parce qu'avec la pression du chômage, la pression de la difficulté de trouver un emploi, on ne laisse pas la possibilité à des gens d'acquérir un autre emploi. Bon, donc n'inversez pas la question de la poule et l'œuf. Ce que je vous dis, c'est qu'on verra bien après quels sont éventuellement les jeunes qui préfèrent des métiers indépendants, parce que lutter contre la libéralisation ne veut pas dire qu'on supprime le statut d'indépendant. Ce que nous vous demandons, c'est le fait de requalifier des faux emplois d'indépendants en salariés, et notamment de laisser le choix. Et vous verrez que dans ces cas-là, la plupart des gens choisiront le fait d'être salariés. À moins que, à force d'attaquer la question des cotisations sociales, que vous traduisez comme des charges, où on a l'impression que ça ne sert à rien, on arrive effectivement au bout d'un moment à convaincre les gens que quand ils ont tant d'argent en termes d'aide en tant qu'indépendants, finalement, ils sont mieux rémunérés globalement que lorsqu'ils avaient des protections sociales. Sauf qu'au bout d'un moment, vous le savez comme moi, les grands perdants, ce sont les gens qui n'auront pas cotisé toute leur vie, qui n'auront ni de retraite, ni possibilité d'indemnité chômage, etc. Et c'est le monde de l'ubérisation. Et le monde de l'ubérisation, moi, je ne crois pas que ce soit le rêve des jeunes aujourd'hui. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote. Je vous rappelle que les votes sont à main levée pour les sous-amendements et en scrutin public pour l'amendement au global. Donc nous commençons par le premier sous-amendement. Le premier sous-amendement est à main levée, donc le 3568, qui a reçu un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons au 3569, également double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons au 3573, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.
Le 34-93, amendement du gouvernement, avis favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et de même, le 34-94 du gouvernement, avis favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et enfin, le 35-74 a eu un avis défavorable de la commission et sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est donc rejeté. Nous passons donc cette fois-ci en scrutin public. En scrutin public sur l'amendement 2900 tel que sous-amendé. Il a reçu un avis favorable du gouvernement. Le scrutin va s'ouvrir. Vous avez regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Il est clos. Les résultats, 38 votants, 37 exprimés, majorité à 19, pour 34, contre 3, il est donc adopté. Nous passons à l'article additionnel, après l'article 20, avec une discussion commune, commençant par le 2742. Monsieur Julési, vous avez la parole. Ah, c'est Madame Rioton qui le défend. Alors nous sommes sur le 2742. Madame Rioton, c'est vous qui le défendez. Merci, Monsieur le Président. Alors, il s'agit ici de faciliter les conditions d'organisation de l'examen VTC. Madame la rapporteure nous a dit tout à l'heure que les plateformes manquaient de candidats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi organise une situation de monopole qui prévoit que seules les chambres des métiers et d'artisanat peuvent organiser les examens nécessaires pour devenir chauffeur VTC. Donc, tous les acteurs s'accordent à dire que cette situation n'est pas satisfaisante et ne permet pas de faciliter l'accès à cette profession qui, pour autant, a de nombreux emplois à la clé. Alors, les délais d'attente sont extrêmement longs et sont un frein pour de nombreux chauffeurs. Suite au débat en commission et notamment aux amendements que je portais, notre groupe propose de rendre possible aux chambres des métiers et d'artisanat de déléguer l'organisation de ces examens à des personnes agréées. Donc, ça permettrait de multiplier le nombre de sessions organisées. De cette façon, les acteurs particulièrement bien implantés dans les territoires, je pense par exemple à la Poste, qui organise déjà des permis de conduire, pourraient proposer ces examens et ainsi permettre de répondre à la demande. Merci. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, le 10-27, en amendement identique, Monsieur Sermier. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement effectivement de notre collègue Virginie Duby-Muller. Cet amendement propose également d'élargir à d'autres acteurs la possibilité d'organiser des examens pour la profession exercée par les chauffeurs VTC. Je vous remercie. Sur le 27-93, j'ai l'impression qu'il n'est pas défendu. Très bien. Donc sur ces amendements à discussion commune, Madame la rapporteure, quel est votre avis ? Oui, merci Monsieur le Président. En effet, il y a une nécessité un petit peu de fluidifier l'accès à l'examen et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti lors des auditions que j'ai pu mener. Donc, j'ai vraiment regardé ça avec beaucoup d'attention. Je pense que vraiment l'idée, c'est que la Chambre des métiers et de l'artisanat reste évidemment pilote et par contre que nous puissions après avoir des locaux qui puissent du coup mettre en place l'organisation de l'examen. Et donc, je pense que c'est vrai que l'amendement, le 2742, qui a été défendu par Madame Rioton, me semble le plus adapté. On parle de déléguer notamment à des opérateurs locaux comme La Poste, et en effet, ils sont déjà eux-mêmes, ils exécutent déjà la mise en place d'examens de code de la route. Donc, c'est tout à fait dans leur corde pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, je pense qu'il est nécessaire en effet de fluidifier l'accès à l'examen. Commençons par cette formule et donc je pense que l'amendement 2742 est le plus adapté. Je vous remercie. Madame la Ministre, même avis, pas de prise de parole. Donc je passe aux voix le 2742 qui a reçu un double avis favorable. La commission du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté. Et donc il fait bien sûr tomber le suivant. Nous passons à la seconde série d'amendements soumis à discussion commune, en commençant par des amendements identiques. Le 1344 n'est pas défendu, le 1563 non plus, le 2229, c'est M. Pahin qui le défend.
Merci Monsieur le Président. C'est un amendement que je porte au nom de ma collègue Lasserre David qui a dû justement s'en aller à l'instant. C'est un amendement qui entend combler un vide juridique laissé suite à l'adoption des lois Thévenoud et Grand-Guillaume. L'adoption de ces deux lois a permis d'établir que les activités de maraude et de maraude électronique étaient clairement réservées aux seuls taxis. Le marché du transport sur réservation préalable, marché soumis à la libre concurrence, aurait bénéficié d'une plus grande clarté si les conditions de la réservation préalable avaient été précisées, afin de bien le différencier du marché de la maraude électronique. Par un décret 2013-1251 du 27 décembre 2013, le gouvernement avait tenté de pallier ce vide juridique en fixant un délai de 15 minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du ou des passagers. Ce décret a été annulé par le Conseil d'État. Donc ce présent amendement vise donc à préciser que la réservation préalable doit être fixée par décret en Conseil d'État, se caractérise par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge des passagers, quelle que soit la catégorie des acteurs du transport public particulier de personnes concernées, et ce, afin de pouvoir distinguer cette activité de celle de la maraude électronique qui entre dans le champ du monopole reconnu au taxi. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable. Pour moi, je ne vois qu'une contrainte pour les utilisateurs. Clairement, d'avoir un temps de réservation minimum avant de pouvoir avoir effectivement le VTC qui arrive. Je trouve que c'est, pour le coup, c'est vraiment, pour les utilisateurs, c'est vraiment très compliqué. Ils ont évidemment la possibilité de prendre un taxi et ils le font bien volonté, mais s'ils ont besoin de prendre un chauffeur VTC, il faut qu'ils puissent le faire de la même façon. Enfin, donc du coup, c'est un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. L'équilibre du secteur repose aujourd'hui sur le fait que la maraude est réservée aux taxis, et donc il n'est pas question de le remettre en cause, et je pense que c'est ça le point important. Par contre, de mettre une contrainte qui dégraderait le service aux utilisateurs de VTC, ça ne me semble pas une bonne idée. Je pense que gardons cet équilibre. Je vous remercie. Vous souhaitez intervenir, on passe au vote. Donc sur le 22-29, double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Nous passons au 22-92. Qui le défend ? Est-il défendu ? Monsieur Pancher. Oui, on est là, Madame la Ministre, sur beaucoup d'amendements qui sont soutenus par les grandes organisations de taxis. Je sais que vous avez rencontré ces organisations syndicales, lesquelles étaient d'abord très attachées à l'application de la loi de notre collègue Grand-Guillaume, et qui était surtout attaché à ce que tous les décrets d'application et les textes réglementaires soient pris. C'était vraiment pour eux une exigence. Je crois que vous avez à un moment donné une réponse sur ce sujet. Peut-être que vous y reviendrez, mais comment ne pas être frappé par les situations de grande difficulté économique des chauffeurs de taxi face à quand même un moment une concurrence violente et une dérégulation qui n'a pas été dans le cadre d'une évolution apaisée, évidemment, de ce système de transport. Quand on connaît notamment les engagements très lourds financiers des chauffeurs de taxi avec des prix de licence qui ont pris des sommes, enfin qui sont montés à des sommes faramineuses, et de voir comment tout ça s'est écroulé. Beaucoup de chauffeurs de taxi ont été ruinés et beaucoup travaillent dans des conditions sociales que personne ne voudrait évidemment soutenir. Alors, dans le cadre de ces amendements, il y en a notamment un qui concerne la limitation que je soutiens de l'accès aux aérogares aux taxis. Il consiste à mettre en place un système pour que les VTC qui voudraient prendre en charge un client dans une aérogare puissent justifier d'une réservation préalable d'au moins 1 heure.
quand on voit la queue très très longue des chauffeurs de taxi dans les aérogares, de voir comment ils ont été violemment concurrencés par les VTC. Bon, je sais que Aéroport de Paris a mis en place des systèmes d'alerte, de contrôle, enfin il y a un renforcement, mais enfin on est quand même tout ça de loin de la coupe aux lèvres, et donc cet amendement permettrait évidemment de soutenir convenablement les chauffeurs de taxi aux aérogares. Je vous remercie. Nous passons donc à l'avis de la Commission sur ce 2292. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Pancher, moi je pense qu'il n'y a aucune justification à interdire cela pour les aérogares et pas pour les gares ferroviaires, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, enfin, pas de sens pour moi. Donc, ce sera vraiment un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que ça constituerait une barrière à l'accès au marché de la réservation préalable par les VTC qui n'a pas de justification objective. Je voudrais vous rassurer à nouveau sur les décrets pris en application de la loi Grand-Guillaume. Donc, vous redire que le décret sur l'article 1er est entré en vigueur et donc il donne une obligation aux plateformes de vérifier que leurs chauffeurs sont en règle. Et à cet égard, je voudrais redire que nous avons annoncé à tous les chauffeurs VTC que nous voulons, d'ici la fin de l'année, remplacer les cartes VTC, toutes les cartes, par des cartes sécurisées. On sait qu'il y a des problèmes de fraude et donc je pense que c'est important qu'on puisse effectivement passer à des cartes sécurisées. Il y a également un décret important en application de l'article 2 de la loi Grand-Guillaume qui oblige à la communication de données par les plateformes, notamment à des fins statistiques et de contrôle. La CNIL s'est penchée très attentivement sur ce décret, puisque ça a mis plus de 6 mois. Donc maintenant, nous avons l'avis de la CNIL et il est désormais au Conseil d'État. Et donc je pense qu'on pourra prendre rapidement ce décret qui viendra terminer l'application de la loi Grand-Guillaume, ce qui est important. Donc avis défavorable sur cet amendement du 2292. Très bien, nous passons donc au vote le 2292. Il a reçu un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons au 1029. Monsieur Sermier. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de ma collègue Virginie Duby-Muller qui vise à simplifier le processus actuel de l'examen pour devenir chauffeur de VTC. On sait qu'il y a une attente, qu'il y a des besoins. On a bien conscience qu'il faut réguler pour éviter une ubérisation face aux taxis, mais malgré tout, ces VTC sont une nécessité en matière de mobilité et nous avons besoin de chauffeurs formés. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Sermier, le contenu de l'examen même, il peut être évidemment... C'est envisageable de le revoir, mais là, c'est vraiment du niveau réglementaire. Donc, ça ne va pas être dans le législatif. Et donc, justement, sur les plans législatifs, moi, je pense que l'équilibre de la loi Grand-Guillaume me semble satisfaisant. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de le modifier. Donc, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la Ministre. Mais en fait, ça devrait être... Oui, merci, Monsieur le Président. Même avis. Moi, je partage votre préoccupation de fluidifier, de réduire les délais de passage de l'examen, mais je pense qu'il y a d'autres voies plus adaptées, donc avis défavorable. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur le 1029 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 1809, Madame Rioton. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise également à fluidifier l'accès à l'examen. Il vise à simplifier une procédure administrative lourde et longue permettant d'exercer la profession de chauffeur VTC. Il vise simplement à permettre que cette procédure et les démarches relatives à la délivrance de la carte professionnelle VTC puissent être réalisées de manière dématérialisée. Ça semble facile comme ça, mais c'est toujours pas le cas. Donc cette dématérialisation permettrait également de réduire le temps de traitement des dossiers et donc les frais de gestion associés. Madame la Ministre, vous étiez favorable à cet amendement en commission en souhaitant aller plus loin que ce que j'avais proposé qui cible la délivrance de la carte professionnelle. Donc j'espère que nous saurons nous retrouver sur cet objectif. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président.
Madame Rioton, moi je partage vraiment l'intention de cet amendement qui a pour objectif de simplifier donc les démarches et de mieux lutter contre la fraude documentaire. La procédure est aujourd'hui dématérialisée pour l'examen et la production de la carte, donc seul manque le passage en préfecture. L'amendement plus global de Madame Luquet, qui concerne également la création d'une base de données nationale, me semble préférable. Et aussi, je vous propose de retirer votre amendement au profit de celui de Madame Luquet, le 2970. Même avis. Madame Rioton. Je le retire. Je vous remercie. Madame Luquet, vous avez la parole sur le 2970. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier ma collègue pour le retrait de son amendement. Effectivement, il y a un certain nombre de constats qui sont récurrents de la part des professionnels du secteur du transport public, des personnes particulières. Donc, il y a la longueur des procédures, ça a été déjà dit par mes collègues, pour exercer l'activité de conducteur du T3P, les limites des capacités de contrôle pour s'assurer du respect de la réglementation. Donc effectivement, il y a un besoin de simplification des procédures, un besoin de rationalisation des missions, un besoin de services administratifs et la mise en place d'un système d'information fiable. C'est pour ça que dans cet amendement, nous proposons une mesure par la création d'un système d'information et de gestion avec une base de données, la dématérialisation des procédures à travers un guichet unique, de manière aussi à faciliter le contrôle des professionnels et de lutter contre les fraudes. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Avis favorable, Monsieur le Président. Avis favorable. Madame la ministre également. Y a-t-il des prises de parole? Non. Donc je passe au vote. Le 2970 qui a reçu un double avis favorable de la Commission du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté. Nous passons au 2294. Qui le défend? Il n'est pas défendu? Si, Monsieur Pancher. Oui, c'est un amendement qui a été imaginé dans le cadre de rencontres avec entre notre collègue El Guerab et les syndicats de taxi. Notre collègue étant député des Français de l'étranger, étant en mission, aujourd'hui ne peut pas le défendre et donc je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Il vise à permettre des assouplissements au principe de non-cessibilité des licences de taxi délivrées après le 1er octobre 2014 en cas de force majeure, décès, handicap. Tout simplement parce que la loi Thévenoud avait prévu que les licences délivrées postérieurement à la date de promulgation de la loi ne soient pas cessibles et doivent être exploitées personnellement par leur titulaire. Suite à une concertation et un soutien des organisations de taxi. Mais il arrive que dans de nombreux cas, que le titulaire de l'autorisation de stationnement de taxi soit dans l'incapacité totale ou partielle d'exploiter cette licence, décès, d'handicap, maladie grave longue durée. Le présent amendement vise donc à pallier à ces forces majeures en circonscrivant l'obligation d'exploitation personnelle aux licences ayant fait l'objet d'une première demande d'enregistrement postérieure au 1er octobre 2014 et en permettant aux titulaires donc de cette autorisation de stationner, de l'exploiter à la place du titulaire décédé ou inapte, ou éventuellement de le louer en remplissant les conditions évidemment d'exercice du métier de taxi. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Pancher, afin d'éviter, moi je pense, tout risque de détournement, il me semble préférable de ne pas revenir sur le régime d'incessibilité instauré en 2014. Si des dérogations sont instaurées, leur contrôle reviendra aux 12 000 communes qui délivrent les autorisations de stationnement, ce qui peut vraiment être complexe à mettre en œuvre. Je rappelle également que cette autorisation a une durée de 5 ans, contrairement aux autorisations délivrées avant 2014. Avis défavorable. Même avis. Donc je propose de passer aux voix. Le 2294, double avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous passons au 2298. Oui, alors cet amendement, lui, permet de dissocier la licence de taxi du véhicule pour les taxis salariés ou locataires gérants. Je rappelle que la loi Thévenoud
avait modifié le statut de la location-gérance afin d'améliorer la situation économique et sociale des chauffeurs de taxi locataires, qui était vraiment mais un scandale. D'ailleurs, je m'étonne que tout ça n'ait pas été contrôlé beaucoup plus tôt. La loi Grand-Guillaume du 29 décembre 2016 avait réintégré le véhicule dans le calcul de la location-gérance, en s'appuyant sur un avis d'ailleurs du Conseil d'État. Par cet avis, le Conseil d'État estime qu'il ne paraît pas possible d'admettre la mise en gérance de la seule autorisation de stationnement sans y inclure le véhicule évidemment spécialement équipé que la loi qualifie de taxi et auquel cette autorisation est liée. Or, il est juridiquement inexact de considérer que l'activité de taxi, quel que soit le statut sous lequel elle est exercée par le chauffeur, est liée à cette autorisation de stationnement, est liée autant à cette autorisation de stationnement qu'au véhicule. Ce qui fait l'activité de taxi, c'est l'autorisation de stationnement et c'est pas le véhicule. Par ailleurs, le véhicule et l'autorisation de stationnement sont séparables. C'est la raison pour laquelle on peut conduire un taxi gainé à titre personnel et on peut exploiter une autorisation de stationnement sur tout type de véhicule qui remplit les conditions techniques requises. Enfin, le fait de lier la location de la licence à celle du véhicule met en péril, on le sait tous, la viabilité financière des chauffeurs locataires dans un contexte de forte concurrence due à l'activité des VTC, car elle renchérit le coût moyen de location-gérance de 30 à 50%. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera un nouveau défavorable. Cet amendement, en fait, sépare le véhicule de l'autorisation de stationner, mais il n'est pas possible que le locataire loue le véhicule sans l'autorisation de stationner. Donc c'est défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Nous passons donc au vote sur le 2298. Double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. 2296, Monsieur Pancher. Alors, cet amendement vise à prendre en compte la date d'inscription au registre de délivrance des licences de taxi comme date à prendre en compte pour déterminer la cessibilité des licences cessibles si délivrées avant le 1er octobre 2014. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Avis défavorable, Monsieur Madame la Ministre, même avis. On passe au vote. 2296, double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. 2299, Monsieur Pancher. Alors, cet amendement vise à limiter, une limitation de l'encaissement des courses de taxi par carte bancaire à partir d'un montant minimal de 10 €. Merci. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Là, c'est vraiment un avis défavorable. Pourquoi on ferait une différence entre les chauffeurs taxi et les autres commerçants, déjà? Et puis, pour le coup, il est important de pouvoir simplement payer par carte bancaire à partir de tout montant. Donc, je ne vois pas pourquoi on le mettrait dans la loi. Je vous remercie. Défavorable. J'accepte évidemment ces arguments. Il faudrait aussi que tous les chauffeurs de taxi soient contrôlés, parce que il y a aussi des obligations. Les obligations, sont pas toujours forcément mises en place, quoi. Alors je regarde, vous voyez bien, j'en ai terminé avec ma liste d'amendements sur les questions des chauffeurs de taxi. Vous voyez bien, Madame la Ministre, qu'il y a encore beaucoup de sujets concernant cette profession. Et malheureusement, les dernières lois n'ont pas tout réglé. Je ne vais pas allonger les débats, mais il y a aussi un moment où on s'était engagé sur des conditions de reprise, de rachat des licences de taxi face à des pertes particulièrement importantes. On voit bien que pour le budget de l'État, c'était compliqué. Enfin, moi, je formule le vœu qu'on puisse réellement se mettre autour d'une table avec l'ensemble des organisations de chauffeurs de taxi et voir comment on pourra soutenir
durablement cette profession. Il y avait aussi, je ne suis pas intervenu sur la question des contrôles, mais on voit bien, on voit très bien que les moyens, notamment en termes de personnel, pour lutter contre toutes sortes de fraudes et toutes sortes de contrôles, sont souvent très insuffisants, et les chauffeurs de taxi ont quand même l'impression de vivre de grandes injustices. Si, donc on passe au vote sur le 2299, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons à l'amendement 3092. Monsieur Taché, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc cet amendement vise à finalement renforcer les obligations de transparence des plateformes. Aujourd'hui, les plateformes doivent une information loyale et claire aux consommateurs, et je propose avec cet amendement qu'ils puissent aussi renforcer leurs obligations de transparence vis-à-vis des travailleurs eux-mêmes. On n'a pas aujourd'hui, quand on est chauffeur ou livreur, la possibilité de savoir si telle ou telle plateforme, quelles conditions d'emploi elle propose, quel prix moyen des courses elle propose, quelle sera l'influence des performances dans l'attribution des missions, ou encore les conditions d'accès à la formation pour chacune de ces plateformes. Et l'idée avec cet amendement serait de dire qu'on pourrait créer un grand portail public d'information qui serait alimenté avec les données que les plateformes pourraient transmettre à l'autorité administrative. Elles en transmettent déjà un certain nombre. Si elles transmettaient des données aussi relatives aux travailleurs, et notamment à l'activité moyenne de ces travailleurs en lien avec les dites plateformes, on pourrait avoir une information beaucoup plus claire, et pour les travailleurs, un choix plus éclairé. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Taché, moi je partage évidemment l'objectif de votre amendement. L'article 20, tel que nous l'avons adopté, prévoit toutefois la publication d'indicateurs qui seront définis par décret en Conseil d'État. Il ne me semble donc pas nécessaire d'ajouter une nouvelle obligation à celle déjà prévue à l'article 20. Donc, ce sera une demande de retrait ou défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Monsieur Taché, vous le retirez. Je vous remercie. Nous passons en discussion commune. Le 2336. Monsieur Coquerel, c'est vous qui le défendez? Bon, c'est toujours un peu la bizarrerie des présentations d'amendements, parce qu'en fait, c'est un amendement de repli par rapport au 23-23 que je présenterai tout à l'heure. C'est un amendement qui vise tout simplement à faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de prestations inférieures au SMIC horaire en vigueur au travers des plateformes numériques. J'observe que c'est quelque chose qui a été appliqué au Royaume-Uni, où les tribunaux londoniens ont imposé à la société Uber le paiement de ses chauffeurs au salaire minimum, qui est une manière de reconnaître de facto le lien de subordination entre la plateforme et ses faux indépendants. Et il nous semble normal, dès lors, de faire en sorte que le ministère chargé de l'économie puisse arrêter un tarif minimum qui soit une protection minimum, comme les salariés l'ont avec le SMIC. Je vous remercie, Monsieur Taché. Le 2846. Oui, cet amendement vise effectivement à instaurer un prix minimum à la course pour les travailleurs des plateformes. Ça se fait notamment à l'étranger, à New York. Aujourd'hui, on a des plateformes qui choisissent librement le prix minimum d'une course, et qui peut varier de manière très importante d'une plateforme à l'autre. Et on a aussi un phénomène de volatilité des prix qui peut vraiment être très préjudiciable à l'activité et aux revenus des chauffeurs. Donc effectivement, l'idée de fixer un prix minimum que la plateforme devrait pour chaque course aux chauffeurs, et qui serait effectivement fixé par décret si cet amendement était adopté après une concertation avec les acteurs, me semblerait vraiment une avancée extrêmement importante pour ces travailleurs. Je redis que déjà de pouvoir connaître le prix minimum de chaque course et de pouvoir l'accepter ou non comme le prévoient les dispositions que Madame la rapporteure a fait adopter est une vraie avancée, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, et qu'au titre de la responsabilité sociale des plateformes, on pourrait imaginer d'avancer sur un prix minimum à la course. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc moi, je partage vraiment votre objectif, qui est d'assurer un revenu décent pour les chauffeurs VTC. Je crois que et les livreurs, parce qu'on les oublie souvent, et c'est essentiel. Mais c'est bien l'objectif de l'article 20 tel que nous l'avons adopté. Alors, en effet, il ne s'agit pas de définir un prix minimum de prestations, mais c'est bien de donner aux chauffeurs VTC ou aux livreurs l'information sur le prix minimum qu'ils pourront percevoir, tout en leur garantissant le droit au refus de course. Ça va vraiment mécaniquement entraîner les prix à la hausse. Lorsque les plateformes vont se rendre compte qu'il y a 10-20% des courses qui sont refusées, automatiquement, à un moment donné, ils vont
prendre peur. Ils vont se dire, mais s'il y a 10-20% des courses qui sont refusées, ça veut dire que je perds du chiffre d'affaires. Ils vont évaluer évidemment ce chiffre d'affaires et donc aussi ce qu'ils perdent. Et donc, automatiquement, ça fera augmenter le prix de la course. En tout cas, nous le croyons. Donc, en plus, je pense qu'il y a aussi des disparités géographiques. Et puis, il y a aussi des modèles économiques qui sont différents en fonction des plateformes. Toutes les plateformes ne rémunèrent pas de la même façon. Et donc, je pense que c'est complexe aussi d'aller mettre un prix minimum aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce sera une demande de retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de dire que je pense que ça peut être des métiers attractifs pour les jeunes, mais évidemment, ça suppose qu'on ait un revenu décent. Et donc, il faut arriver à avancer pour que ce soit à la fois des parcours professionnalisants et puis, donc, effectivement, des revenus, des conditions de travail satisfaisantes pour les jeunes. On est néanmoins dans un métier de travailleur indépendant. Et dans les métiers de travailleurs indépendants, finalement, il n'y a pas, quand vous êtes artisan, on n'a pas un prix minimum de prestation. Si votre plombier peut décider parfois de faire un chantier à un niveau assez faible parce que c'est dans son plan de charge et qui pense que c'est intéressant de prendre en marginal, on va dire, une prestation. Donc il faut qu'on ait aussi ça en tête. Donc c'est pas aussi simple que ça pourrait paraître, même si l'objectif, il est clairement à la fin d'arriver à un revenu décent. Donc c'est pour ça qu'on avance sur deux voies. La première, c'est la charte dans laquelle il pourrait y avoir cette discussion entre les plateformes et les chauffeurs avec cet objectif de garantir un revenu décent. Puis je pense l'avancée importante qu'évoquait Madame la rapporteure, de dire qu'il faut au moins qu'on choisisse ces courses en toute connaissance de cause. Donc voilà, ça me paraît des pas importants qui devraient aller dans le sens de la préoccupation portée par les chauffeurs. Je vous remercie. Nous passons donc au vote, à moins qu'il y ait une intervention. Oui, Monsieur Tachet. Une petite réaction. Oui, non, évidemment, c'est des travailleurs indépendants et donc cette question du prix minimum, elle est compliquée. Après, c'est vrai qu'on a quand même des plateformes qui fixent aujourd'hui les prix elles-mêmes. C'est ça aussi la particularité. Bon, si aujourd'hui, moi j'entends vos explications, Madame la Ministre et Madame le rapporteur, on se dit que parce que les plateformes ont des pratiques très différentes que d'un territoire à l'autre, c'est aussi différent. On va avoir du mal par la voie réglementaire à fixer un prix unique. Quelque chose qu'on peut comprendre. Et puis, il y a aussi les chartes qui vont arriver. Donc, on verra ce que les plateformes indiquent et quels efforts elles font pour expliquer le prix et puis les pratiques, comment elles vont évoluer suite à l'amendement qu'on a adopté de Madame le rapporteur. Moi, je présenterai un autre amendement après aussi qui vise à favoriser le dialogue social entre les travailleurs et les plateformes. Parce que ces éléments de prix, il y a une autre manière aussi de les faire évoluer. Ce serait qu'on ne les fixe pas par voie réglementaire ou par décret, mais par le dialogue social. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je peux entendre qu'on n'est peut-être pas totalement mûr pour ça, mais gardons quand même cet objectif en tête parce qu'on est certes sur des travailleurs indépendants, mais avec des travailleurs indépendants qui voient leur prix fixé par les plateformes. Et ça doit quand même, je pense, guider nos réflexions. Donc je vais retirer mon amendement, mais je pense qu'il faut qu'on continue de travailler dans cette direction pour assurer vraiment toutes les conditions qui permettront aux travailleurs d'avoir un revenu décent en toutes circonstances. Je vous remercie, Monsieur Lecoq. Parfois. Moi, j'interviens parce que je pense qu'on est dans une situation où, à force de déréglementer, et même si vous cherchez à réglementer quelque chose qui est une jungle, et on l'a bien vu ces dernières années, on se retrouve dans la situation où vous aurez toujours des gens qui, pour des raisons, excusez-moi le terme, de survie, accepteront moins. Toujours. Et moi, j'ai toujours eu... Moi, je me bagarre contre la précarité, etc. Et j'ai toujours eu autour de moi des citoyens qui disaient « oui, mais c'est mieux que rien ». Et à chaque fois, ils disaient ça. Mais nous, on ne peut pas accompagner une démarche comme ça. C'est pas possible. Il faut que pour vivre, il y ait des prix minimums. Il faut que un travail soit rémunéré avec un minimum. Et que les plateformes, on les oblige à une rémunération minimum. C'est pas possible qu'il y ait une liberté totale de la rémunération. Et je pense qu'il faut qu'on travaille à ça. Et c'est pour ça que la notion de travailleur indépendant, dans certains cas, c'est un peu une foutaise, quoi. Ça n'existe pas. C'est une soumission des travailleurs à ce type d'emploi parce que pas possible de faire autrement. Et plus on va aller vers ça, et plus on va se retrouver avec une société totalement précarisée. Et nous ne voulons pas de ça. Donc je souhaitais le dire.
Merci. Je passe donc aux voix le 2336 qui a reçu un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie pour ces débats passionnants. Je vous souhaite de les poursuivre pour le projet de loi d'orientation des mobilités qui se poursuivra à la prochaine séance cet après-midi à 15h. Bon appétit, la séance est levée.